Bonjour à tous. Alors, nous poursuivons le chapitre concernant l'introduction au monde quantique et nous allons revenir sur des choses dont nous avons déjà parlé en chimie, à savoir l'incapacité, l'impossibilité de connaître à la fois la position d'une particule quantique et sa vitesse. Donc ça, c'est quelque chose de purement, justement, quantique. Nous, en mécanique classique, évidemment, si on est capable de connaître la position d'une voiture, d'une feuille qui tombe, n'importe quoi, on peut connaître, grâce aux lois de la dynamique, et bien, en même temps, sa vitesse. Et réciproquement, si on connaît sa vitesse, on peut en déduire sa position. Voilà. Là, en quantique, c'est impossible. On a beau, si on a un capteur qui nous dit à cet instant, la particule était à cet endroit-là, eh bien, on a une incertitude énorme sur la vitesse qu'elle avait à cet instant, à cet endroit. Et donc cette incertitude énorme, donc je dis énorme, elle est en fait quantifiée par une inégalité, donc je précise, elle est hors programme, mais donc vous pouvez évidemment ne pas la retenir, mais je trouve que de ne pas la mentionner, ça complexifie, mais le fait en tout cas d'en parler permet de un petit peu faciliter c'est pas la compréhension, mais de montrer ce qui se passe en quantique, quand même, un petit peu. Le caractère vraiment différent de la quantique, de la mécanique classique. Alors, cette inégalité d'Heisenberg stipule que l'incertitude sur la position, delta R, et l'incertitude sur l'impulsion, donc delta P, la quantité de mouvement, P égale mv, P égale m, la masse de la particule fois son vecteur vitesse, eh bien sont liées par delta P fois delta R supérieur ou égal à h bar, donc c'est un h bar, vous l'avez bien noté sur votre colis, h bar sur 2, avec h bar qui est égal à h sur 2pi. C'est pas très net ici, h bar c'est h sur 2pi. H étant donc la constante de Planck. Ça veut donc dire, si on regarde un petit peu cette expression, que si vous connaissez la position de la particule à une précision, j'ai n'importe quoi, 10 moins 15 mètres par exemple, eh bien, l'incertitude sur la quantité de mouvement va être énorme, étant donné que vous avez, sur la vitesse, pardon, va être énorme, étant donné que vous avez l'inégalité supérieure donc à h bar sur 2. On peut faire quelques applications, ici. Si on suppose que le rayon de l'orbite de bord est donc 0,529 angstrom est connu à 1% près. Calculer l'incertitude sur la vitesse de l'électron de masse 9,1 10-31 kg. Conclusion. Alors, donc on utilise l'expression, l'inégalité d'Heisenberg. Vous écrivez donc delta R, delta P, supérieur ou égal à h bar sur 2. Et là, ce que l'on cherche, c'est delta V. Delta V est donc supérieur ou égal à h bar sur 2 m delta R. Et on fait l'application numérique. Donc delta V min, si on veut, est égal donc à h bar sur 2. On va remplacer les valeurs numériques. Donc 6,63 10-34. Sur 2 fois la masse d'un électron, donc 9,1 10-31 kg, fois l'incertitude. Donc là, on vous dit que c'est 1 centième de 0,529 angstrom. Donc on écrit 1 centième, le delta R, 1 centième fois 0,529 10 puissance moins 10. Et lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve à peu près 1,1 10 puissance 8, on aurait pu faire en ordre de grandeur d'ailleurs, mètres par seconde. Autrement dit, on a quasiment de l'ordre de grandeur de C en incertitude sur la vitesse de la particule. On va dire, on ne sait absolument pas quelle est la vitesse de la particule, de l'électron. Donc c'est ça que ça veut dire. Si vous connaissez précisément la position de la particule, vous ne connaissez absolument pas sa vitesse. Et réciproquement. Question 2, c'est pour vous montrer qu'en fait, évidemment, tout ceci n'a d'importance que pour des particules quantiques, c'est-à-dire des particules protons, électrons, neutrons, etc.
Certainement pas dans la mécanique de tous les jours. Un automobiliste est donc à 120 km/h, 100 km/h, pardon. 1500 kg la voiture. Il invoque le principe d'Eisenberg pour contester le PV. A-t-il raison? Alors qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que donc si le radar a trouvé 120 km/h, a relevé 120 km/h, et qu'il lui dit, bah, en fait, j'ai une incertitude sur la position. On peut raisonner de la même façon, donc ça veut dire qu'il y a un delta R sur ma position. Eh bien, c'est parti, on va calculer, on va faire la petite conversion delta V égale. Alors, combien est-ce qu'on prend? On peut imaginer quand même qu'il y a un delta V. Si on prend 10 km/h d'incertitude sur le delta V, 10 km/h, donc c'est 36 mètres par seconde, ou si on arrondit à 30, peu importe. Eh bien, on obtient delta R supérieur ou égal à h bar sur 2m delta V. Donc là, le 10 km/h, c'est complètement arbitraire, c'est la limite de, on va dire, c'est 5%, je crois, même peut-être plus que ça. On va dire, on prend 10% de l'incertitude pour les radars. Donc ce serait 12 km/h, c'est pour ça que j'ai arrondi à 10. En tout cas, bon, peu importe. Donc si on fait le calcul avec ceci et la masse de la voiture, on trouve en ordre de grandeur 10 moins 39 mètres. Bon, donc autant dire que la voiture, on sait parfaitement, pertinemment, exactement où elle est. Donc ce qui change, c'est évidemment les masses. Donc les particules non quantiques ne sont pas touchées, on va dire, par cette incertitude, par cette inégalité d'Eisenberg. Par contre, donc ça, à bien retenir, c'est pas forcément l'expression, mais le caractère purement pas probabiliste, pardon, on parlait justement de la probabilité au petit 2, mais de l'inconnue complète sur les systèmes. Enfin, si on connaît une des grandeurs, on a une méconnaissance parfaite, si on peut dire, de l'autre grandeur. Si on connaît la vitesse, on ne connaît rien sur la position et réciproquement. Tout ça pour dire justement, ça nous mène qu'en fait, on ne va pas pouvoir associer, comme on le faisait à une balle de tennis, à un ballon de foot, à un oiseau, n'importe quoi, ce que vous voulez en mécanique classique, à vitesse et position, vecteur position, vecteur vitesse, on va devoir associer ce qu'on a déjà fait en chimie, une fonction d'onde. Alors, cette fonction d'onde, la phi de x, y, z, t, alors en réalité, ce serait plutôt, et vous le verrez, alors plus ou moins l'an prochain, ce serait plutôt de r, θ et phi et t, plutôt, mais bon, comme on a l'habitude d'utiliser les coordonnées cartésiennes, je le laisse en coordonnées cartésiennes, pour pouvoir exprimer, pour se dire que, en fait, cette fonction d'onde, en tant que telle, elle ne représente pas grand-chose. Par contre, le carré de cette fonction d'onde, ici, phi carré, représente ce qu'on appelle la densité de probabilité de présence et de trouver la particule dans un certain... la densité de probabilité de présence. Autrement dit, si, dans un petit volume, ici, si je représente donc dx, dy, et ici dz, je vais mettre plutôt des z là, comme on a l'habitude, hop, dy vers là-bas et dz comme ceci. Donc dans ce petit volume ici élémentaire, eh bien la probabilité de trouver la particule est proportionnelle à phi carré et évidemment au volume que vous avez. Phi carré de x, y, z, t fois d taux, alors d taux étant le petit volume élémentaire dx, dy, dz. Donc c'est ce que j'ai dit, phi carré de la densité de probabilité de présence de l'électron. Si on intègre sur x, sur y, sur z, cette densité de probabilité de présence donc sur le volume infinitésimal, on est certain évidemment de trouver la particule dans tout l'espace. Donc on a une probabilité de 1. Évidemment la particule est quelque part. Et tout ça pour dire, donc je l'ai dit en introduction, absolument plus de trajectoire, même si ça nous arrange bien parfois de représenter par exemple la trajectoire d'un électron autour du noyau comme par un cercle, par tout ça. Ça c'est juste des représentations, c'est complètement faux. Maintenant, enfin, c'est pas que maintenant, vous l'avez déjà fait un petit peu en chimie, on va parler de probabilité de présence de la particule en un point de l'espace. Donc on va représenter, par exemple, si on a, n'importe quoi, si on a le noyau ici,
Selon on va voir les orbitales dans lesquelles peuvent se situer les électrons, on va avoir une densité de probabilité de présence qui peut avoir une répartition sphérique. Par exemple, pour les 1s, 2s, etc., une répartition sphérique. Pour les 2p, 3p, etc., on va avoir une densité, c'est un peu mal fait, mais une densité de probabilité de présence de cette allure-là pour les 2px. Pour les 2py comme ceci, enfin j'aurais dû mettre dans l'autre sens, comme ça ce sera 2pz, etc. Mais donc, en fait, c'est la densité avec ici une probabilité de présence importante, alors que dans les autres zones, une probabilité de présence beaucoup moins importante. Donc maintenant la question c'est comment déterminer l'expression de phi, la fonction d'onde. Alors, je rappelle, la fonction d'onde en tant que telle ne nous intéresse pas, c'est pas ça, ne nous représente rien de tangible pour nous au prime abord. Ce qui donne du sens, c'est le phi carré, la fonction d'onde au carré. Là, on voit tout de suite ce que c'est la densité de probabilité de présence, c'est la fonction telle que quand vous l'intégrez quand vous la multipliez par un petit élément de volume, vous trouvez la probabilité de rencontrer la particule dans l'espace donné, dans le petit volume donné. Donc comment obtenir la fonction d'onde phi? Eh bien cette fonction d'onde phi, elle est obtenue en résolvant l'équation de Schrödinger, dont on a déjà parlé. Je vais la redonner. Alors si phi, je vais la mettre, si phi ne dépendait que de x, l'année prochaine, ça va vous occuper pendant 2 semaines. Donc je ne vais pas la redonner, ne dépendait que de x, évidemment c'est impossible, et bien et de t, on aurait donc phi de x t. Alors la fonction d'onde prendrait la forme, n'importe quoi, l'équation de Schrödinger prendrait la forme moins h bar carré sur 2m, la dérivée, alors si ça ne dépend que de x, ce n'est plus une dérivée ronde mais une dérivée droite, la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport à x au carré, donc de xt, vous aurez l'expression exacte en cours l'année prochaine. Alors, V de xt, c'est le potentiel dans lequel baigne la particule. Donc un potentiel, c'est soit on va choisir, donc évidemment le potentiel c'est comme vous connaissez, hein, potentiel, c'est la différence de potentiel. En fait, c'est l'énergie potentielle. Je dis c'est potentiel égale en fait énergie potentielle. Il y a une confusion ici entre le potentiel et l'énergie potentielle. Je peux l'écrire comme ça. On va laisser ça comme ça. Multiplié donc par la fonction d'onde phi de xt. Alors vous voyez que là ici vous avez deux variables qui font intervenir x et t en même temps. Donc c'est une équation que nous n'allons pas pouvoir résoudre comme ceci. Évidemment il y aura des conditions. Le i complexe tel que i carré égale moins 1 fois la dérivée temporelle de la fonction d'onde. Alors donc vous imaginez que cette équation différentielle elle se résout pas comme ça. Alors là j'ai déjà choisi une fonction d'onde qui ne dépend que de xt, incapable moi aussi de la résoudre telle qu'elle là. Il y a certaines conditions que vous verrez l'an prochain, c'est-à-dire lorsque les états sont stationnaires, c'est-à-dire lorsque la fonction d'onde ne va pas dépendre du temps, ceci sera égal à 0, et à ce moment-là, ça vous pourrez le résoudre. Mais sinon, vous ne pourrez pas le faire. Donc là, je l'ai fait, je vous laisse, pour ceux que ça intéresse quand même, c'est assez guidé, faire l'exercice du TD où on résout l'équation de Schrödinger dans une situation. C'est en route pour la MP étoile, la PSI ne voyant pas ce chapitre de quantique là. Mais donc si ceux qui se destinent à la PSI, laissez de côté cet exercice. Par contre les autres, vous pouvez déjà vous frotter un petit peu à ce que vous verrez l'an prochain. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et donc dans la prochaine, alors avant de revisionner la prochaine, je vous conseille de retravailler la superposition d'ondes avec les conditions limites, fabrication d'ondes stationnaires, ventre, nœud, etc. Comme ça, ce sera des choses, ce sera déjà un peu plus frais dans votre tête. Donc ne visionnez pas la suivante si vous n'avez pas relu votre chapitre sur les superpositions d'ondes. Voilà, bon courage pour la journée et bonne journée.